Je vous présente nos intervenants, en commençant tout de suite par Aurélie Chassebeuf, qui est DS chez But, Maître Hervé Bertrand, avocat spécialisé en droit social, Virginie Demoucron, responsable du service juridique de la Fédération, et Bruce Gadea, DS chez Pénélope, groupe de métiers d'accueil et de centres d'appel. Les ordonnances Macron ont donc créé le CSE, Conseil social et économique, qui concerne les entreprises de plus de 11 salariés et qui remplace les trois instances que vous connaissez bien, DP, CE, CHSCT, aussi dans les entreprises de plus de 50 salariés. Nous allons parler de la mise en place de ce CSE, du fonctionnement du CSE et ce n'est pas le moindre des sujets, des moyens du CSE. Virginie Demoucron, je vous invite à prendre un micro que nous n'avons pas, donc je vais vous passer le mien. Fusionner les trois instances qui existent, donc c'est bien ça le but de cette réforme, DP, CE, CHSCT. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'un bouleversement du système de représentation du personnel? Pendant que le micro vous arrive, merci Pierre, nous allons pouvoir maintenant écoutez votre réponse. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce un bouleversement? Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu les lois Rebsamen qui ont envisagé la fusion des IRP, qui était obligatoire, qui était possible sur simple décision de l'employeur pour les entreprises de moins de 300 salariés, mais qui était aussi possible dans les entreprises de plus de 300 par accord collectif. La différence aujourd'hui avec les ordonnances, c'est que la fusion, elle n'est pas facultative, elle est complètement obligatoire, et ce pour toutes les entreprises, quel que soit l'effectif. Par contre, sur le papier, les prérogatives de chacune des instances qu'on connaissait, DP, CE, CHSCT, seraient conservées à l'identique. Alors, il y a une différence entre les moins de 300 et les plus de 300? Alors aujourd'hui, il n'y a plus de différence, puisque la fusion est obligatoire pour tous, sachant que même un employeur qui serait disposé à garder ces instances traditionnelles, on en a certains, ne pourrait pas le faire. Il est obligatoire de mettre en place un CSE qui regroupe les trois anciennes instances. Donc c'est clair. Les entreprises ont combien de temps pour mettre en place le CSE? Alors je crois qu'ici, dans la salle, tout le monde est un peu au courant de la date butoir du 31 décembre 2019. On en a parlé déjà hier, mais à partir de cette date, les CE, les DP et les CHSCT n'existeront plus, impossible de les maintenir. Jusqu'à cette date, les entreprises vont mettre en place leurs instances, enfin le nouveau CSE, pardon, à la date d'échéance de leurs instances actuelles. Et il y a des possibilités qui sont prévues par la loi de prorogation des mandats actuels ou de réduction des mandats dans la limite d'1 an. Et je tiens à préciser, puisque ça a priori, ça vient de sortir, la loi de ratification des ordonnances qui a été publiée le 21 février et qui est soumise au Conseil constitutionnel devrait être effective à partir d'aujourd'hui, prévoit que cette possibilité de réduction et de prorogation dans la limite d'1 an vaut aussi pour les mandats qui se terminent en 2019. Donc en 2019, toutes les entreprises auront mis en place leur CSE. Quelles que soient les chances des mandats, toutes les entreprises se sont saisies du sujet, pas toujours de la même façon, et nous avons justement deux représentants d'entreprises qui vont nous dire comment ça se passe chez eux. Bruce Gadea, tout d'abord, je vous invite à prendre le micro. Vous êtes donc chez Pénélope. Pénélope est une entreprise où la situation est un peu particulière. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que nous, notre société a subi, on a fait traverser une mise en location-gérance, c'est-à-dire qu'on avait trois entités qui étaient juridiquement elles étaient ensemble, qui ont été donc mises en location-gérance, c'est-à-dire qu'on a maintenant trois entités juridiques, qui sont trois sociétés différentes. Les conséquences de ça, c'est que ça fait tomber immédiatement nos mandats. Donc on avait plus de représentativité pour négocier en lui-même le CSE. Et aussi pour faire campagne, ce qu'on devait faire très rapidement, ce dans quoi on est là tout de suite, on avait théoriquement plus de moyens. On s'arrange avec l'employeur comme on peut, mais ça nous a rendu les choses très compliquées et ça nous a obligé à mettre en place très rapidement le CSE. Voilà. C'était sportif. Aurélie Chassebeuf, chez But, comment ça se passe, cette mise en place du CSE? Alors là, nous sommes actuellement en train de négocier l'accord de prorogation et de réduction des mandats, puisque nous étions jusqu'à présent avec 70 CE dérogatoires qui regroupaient plusieurs magasins. Et donc, en parallèle, nous négocions aussi l'accord de mise en place du CSE, où là, pour le coup, complètement différent de la mise en place et des périmètres actuels que nous connaissons. Voilà.
Quelles sont les modalités de prorogation? Comment ça se passe? Alors les modalités de prorogation, donc pour nous, nous allons tous être prorogés ou réduits, hein, puisque en l'occurrence certains s'arrêtaient fin 2019. Donc à la date de juin 2019 pour l'instant, puisque pour l'instant rien n'est signé en l'occurrence, et dans lequel effectivement nous insérons un dispositif d'accompagnement pour les personnes qui ne seraient pas réélues, à savoir un entretien dans lequel nous parlerions de la formation professionnelle et de l'accompagnement que nous pourrions avoir envers eux au sein de leur entreprise. Alors parlons justement, Virginie de Montcourant, de la mise en place du CSE. Comment se passe la négociation du CSE très, très concrètement? Est-ce qu'il y a des gros changements par rapport à ce qu'on a pu connaître pour les DP et les CE? Alors, le protocole du CSE, tout le monde nous demande aujourd'hui un modèle, et je leur réponds que ça ressemble beaucoup à un protocole CEDP. En fait, on va retrouver quasiment les mêmes clauses. Globalement, il y a beaucoup de vote électronique qui est mis en place, hein, puisque depuis 2016, la loi travail El Khomri, l'employeur peut décider seul de recourir au vote électronique, et de façon générale, et je crois qu'ici on est tous concernés, on a un vote électronique qui est mis en place. Ce qui va changer, c'est que certains points qui étaient par le passé négociés dans un accord collectif vont maintenant être négociés dans le protocole et vice-versa. Donc dans le protocole, ce qui est nouveau, c'est qu'on va pouvoir négocier par exemple sur les crédits d'heures. Donc ça, c'était une clause qui n'était absolument pas prévue par le passé. On va pouvoir aussi négocier sur certains moyens, ce qui est assez atypique. En général, c'était plutôt un accord collectif qui le prévoyait. Et sur la question aussi du nombre de mandats, ça c'est une nouveauté des ordonnances. Vous savez que la loi instaurait le principe qu'on ne pouvait pas faire plus de 3 mandats successifs. Et cette règle, on peut y déroger, et ça c'est prévu que ça se fait dans le protocole d'accord préélectoral. Avec, donc je fais un petit tempérament, puisque cette règle, 1, ne s'applique pas aux entreprises de moins de 50 salariés, et 2, le tempérament, enfin c'est-à-dire la dérogation, ne peut se faire que dans les entreprises de moins de 300, selon les termes de la nouvelle loi de ratification. Et donc, une fois qu'on a négocié ça dans le protocole, il va falloir aujourd'hui qu'on négocie un certain nombre de choses dans un accord collectif, donc un accord qui est spécial puisqu'il est majoritaire, donc, qui devra notamment régler des questions super importantes, enfin, qu'on se posait beaucoup dans le cadre des négociations de protocole, sur notamment les périmètres, c'est-à-dire là où on va mettre en place les CSE d'établissement, hein, puisqu'on a aussi toujours le principe de CSE d'établissement et CSE central, et on pourra aussi régler toute la question des moyens du fonctionnement du CSE et des représentants de proximité. Donc ça sera dans un accord collectif qui est annexe. Oui, c'est ça. Ouais. Bosgadé, alors vous nous l'avez dit, ça a été très rapide, hein, la mise en place chez vous. Ça a été conclu d'ailleurs tout récemment, hein, ça a quoi, quelques semaines? L'accord s'est fait il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, je crois. Voilà, donc c'est tout neuf. Alors, ça s'est passé comment et qu'avez-vous obtenu? Alors, ça s'est passé comment? Ça s'est passé effectivement un peu comme pour la négociation pour des élections, comme si c'était pour les CE, DP. Nous, on a pu augmenter un peu le crédit d'heure qui était alloué, qui était à la base, je crois, de 24. On a pu le faire monter à 30. Ça reste maigre pour tout le travail qu'on va avoir à faire. Mais bon, on a déjà pu avoir ça. On a pu obtenir qu'il y ait un suppléant supplémentaire par syndicat qui puisse assister aux réunions. Parce que là, les suppléants n'assistent plus aux réunions, normalement, de manière à pouvoir conserver le taux de représentativité dans le cas de l'absence d'un tel ou d'un tel. Et on a, spécifiquement pour la campagne électorale, on a réussi à avoir 40 heures par syndicat et le paiement d'un aller-retour dans une ville pour pouvoir avoir un peu de moyens pour faire campagne. Pour ce qui concerne les mandats successifs, est-ce qu'il y a eu une nouveauté? Oui, on a aussi demandé, on a aussi inclus qu'on ne voulait pas qu'il y ait limitation des mandats, parce qu'en fait, dans le climat social actuel, même si le principe de non-renouvellement des mandats est sain, dans le climat actuel, c'est très dur de trouver en fait des représentants qui soient fiables et qui soient engagés. Donc, pour nous, c'était plus un encouragement au délitement de la culture syndicale, plus qu'autre chose, dans le climat actuel, quoi.
Vous aviez une autre difficulté aussi concernant les listes paritaires, sachant que vous êtes pour la parité naturellement, mais Pour là la aussi... parité, et dans le principe, encore une fois, on est en vrai, on est vraiment pour le principe, mais c'est vrai que ça pose un problème, c'est un mal pour un bien, mais ça pose le problème que dans une entreprise comme la mienne, par exemple, où on est à 90% de femmes et 10% d'hommes, trouver le même taux de mecs motivés et compétents et disponibles, on a une quantité de personnes parmi lesquelles aller piocher qui est beaucoup plus réduite, donc moins de chances de trouver la bonne personne. Donc, mais après, c'est un mal pour un bien. Il faut que la société s'habitue à avoir un homme, une femme. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Donc, c'est un mal pour un bien. Chez vous comme ailleurs. Aurélie Chassebeuf, les négociations sur le protocole, les périmètres ont commencé dans un climat assez tendu. Alors oui, effectivement. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que, comme je vais vous le rappeler, donc But, c'est 250 magasins en France, 6000 salariés. Jusqu'à présent, chaque magasin avec un délégué du personnel. Nous avions 70 CE dérogatoires qui étaient formés par plusieurs magasins de proximité. Et là, aujourd'hui, la direction nous propose des CSE par établissement, donc par magasin. À savoir qu'effectivement, 90% des magasins en France ont un effectif de moins de 25 salariés. Donc vous vous rendez bien compte effectivement de l'impact que ça peut avoir au niveau des délégués syndicaux, et d'autre part, effectivement, pas de commission d'hygiène de sécurité qui sera instaurée par établissement. Et en termes de moyens, si ça se réalisait, ça serait aussi assez compliqué. Oui, parce qu'effectivement, les heures de délégation aussi vont tomber forcément. Pour ma part, moi personnellement, je vais passer de 55 heures de délégation à 10 heures, puisque je suis sur un magasin de moins de 25 salariés. La direction actuellement est en train, avec les partenaires sociaux, effectivement, on est en train de négocier un créditeur supplémentaire, mais on se doute bien que ça sera compliqué d'avoir 10% supplémentaires en heures de délégation, quoi. Vous envisagez un recours auprès de la directe? Alors c'est un recours effectivement qu'on envisage, en tout cas au sein de la CFTC, puisque nous ne sommes vraiment pas du tout d'accord avec les périmètres voulus actuellement par la direction, et nous essayons vraiment d'essayer de conserver les périmètres actuels des CE dérogatoires. Donc, s'il n'y a pas d'accord avec l'employeur, il y a possibilité de contestation. Hervé Bertrand, vous qui êtes avocat, expliquez-nous quelle est la procédure juridique à suivre, justement. Oui, bonjour. Alors, s'agissant de la procédure, les ordonnances Macron ont bouleversé un certain nombre de choses, notamment sur la procédure. En l'occurrence, dès lors qu'il n'y a pas d'accord, l'employeur prend une décision unilatérale. Cette décision unilatérale va pouvoir être contestée devant le direct. Ce n'est pas une erreur, la langue n'a pas fourché, c'est bien le direct, puisque c'est le directeur qui va prendre la décision, et c'est cette décision-là qu'on va attaquer. Alors la particularité de ces ordonnances, quelque chose qui est absolument, du point de vue juridique, particulièrement choquant, c'est qu'on va attaquer une décision administrative devant un tribunal d'instance, ce qui n'avait quasiment jamais été fait dans l'ordonnancement juridique français. Donc on se retrouve avec une situation qui est relativement originale. Les délais sont extrêmement importants, puisque à partir du moment où l'employeur porte à la connaissance des organisations syndicales représentatives. Alors la loi ne dit pas selon quelle forme, mais on dit, le texte prévoit qu'il faut un moyen qui donne une date certaine. Donc en gros, il faut un affichage non contesté, il faut des recommandés, etc. Les organisations syndicales disposent de 15 jours pour saisir la directe. La directe a elle-même 2 mois pour se positionner. Et après, on redispose d'un nouveau délai de 15 jours pour aller devant le tribunal d'instance. Donc quand on parle de simplification, on ne peut pas dire que là, l'objectif soit atteint. Que recommandez-vous en tant qu'avocat alors ? Alors, premièrement, évidemment, réflexe de base, ne pas rater les délais. À partir du moment où il y aura des affichages, il faudra être extrêmement vigilant dans les entreprises pour que le recours puisse être fait d'abord devant le direct. Après, le direct, vraisemblablement, fera un petit peu comme ce que tout le monde connaît, les fameuses enquêtes contradictoires. Ils auront l'obligation de venir vérifier ce qu'il en est. Le critère qui a été retenu par le texte étant celui de l'autonomie de gestion, c'est-à-dire de savoir si, pour accorder la qualité d'établissement distinct, il faut que le responsable du site, on va l'appeler comme ça, dispose de suffisamment de pouvoir dans l'organisation du service, mais également dans la gestion des ressources humaines. Donc c'est sur ce point-là que les directs vont évidemment venir vérifier ce qu'il en est. Donc les points évidemment essentiels, ça va être les délais, ça va être de vérifier également le contenu du pouvoir du responsable de site pour déterminer si établissement distinct il y a ou pas.
Virginie de Moncron, parlons des représentants du personnel. On dit souvent que les représentants de proximité remplaceront les représentants, justement, les délégués du personnel. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, il ne faut pas confondre les deux instances. Représentant de proximité et délégué du personnel, c'est pas du tout la même chose. La première grosse différence, c'est que les délégués du personnel, c'était obligatoire de les mettre en place, alors que les représentants de proximité, c'est complètement facultatif pour l'employeur. Donc il peut décider de les mettre en place en faisant un accord collectif. Ce que disent les textes, c'est que c'est l'accord qui met en place en fait les établissements, enfin qui détermine le périmètre des établissements, qui prévoit aussi de mettre en place ces représentants de proximité, et sur leur mission, leurs moyens et leur fonctionnement. Donc il y a une liberté totale qui est laissée à l'accord collectif. C'est l'accord qui déterminera tous les moyens de fonctionnement des représentants de proximité. La seule chose que disent les textes, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien avec le CSE, c'est-à-dire que les représentants de proximité sont soit désignés par le CSE, soit choisis parmi les membres du CSE. Là aussi, il faut donc faire preuve d'une grande vigilance. Alors nous allons voir si les délégués présents ici sont favorables à la mise en place de ces représentants de proximité. Bosgadea chez Pénélope. Alors oui, bien sûr, nous on aurait été très favorable à ça. C'est bien d'avoir des gens en plus pour surveiller ce qui se passe. Mais voilà, nous on avait déjà eu, enfin pour nous c'était pas la priorité. Il fallait déjà que les personnes qui soient là aient le temps de travailler. Donc c'est pour ça qu'on a demandé davantage d'heures de délégation, que les suppléants puissent être présents, certains suppléants puissent être présents en réunion. On pouvait pas tout avoir. Et nous, à notre sens, ça avait quand même bien l'air, ce dispositif de représentants de proximité, d'une monnaie d'échange déjà prévue, un peu une arnaque, quoi. Voilà. C'est-à-dire ? J'espère. En fait, c'est, comme elle dit Virginie, il n'y a aucune obligation, et on a déjà tellement de choses qu'on doit négocier face à l'employeur pour pouvoir continuer à avoir un niveau de moyens pour exercer notre activité, que ce truc-là, qui n'est pas obligatoire, et qu'on peut pas forcer la main à l'employeur pour nous en donner. Donc finalement, c'est vraiment une manière de donner un peu des miettes de négociation, quoi. D'accord, donc il ne faut pas se faire avoir. Je suis sûr que certaines entreprises trouveront le moyen d'exploiter ça correctement et que beaucoup de chefs d'entreprise verront l'intérêt d'en avoir, mais chez nous, ça n'a pas été le cas. Aurélie Chassebeuf, chez But, ça se passe comment? Quelle est votre vision? Alors, en l'occurrence, chez nous, il n'y a pas de question à se poser concernant les référents de proximité, finalement. En l'occurrence, pourquoi? Parce que nous allons être sur des petits CSE par établissement, donc pas possibilité de négocier. Virginie de Moncron, vous avez des exemples d'entreprises qui ont déjà contacté la fédération, justement, à ce propos? Alors, on a pour le moment 2 exemples d'entreprises qui souhaitent ou ont mis en place des représentants de proximité. Le premier cas, c'est Zara. J'aurais bien aimé que le représentant soit là, mais il n'a pas pu venir. Donc, dans ce qui est prévu, en fait, ils ont augmenté globalement le nombre de représentants au CSE de façon importante. Et donc, parmi les membres du CSE, il y en a certains qui auront un mandat en plus de représentants de proximité. Il y en a un certain nombre par établissement, puisqu'ils ont plusieurs, c'est une US composée de plusieurs enseignes. Il y a Zara, mais il y a Bershka, etc. Et donc chaque enseigne a un nombre chaque établissement du coup avec un CSE a un nombre de représentants de proximité qui sera choisi donc parmi les membres du CSE par le CSE, en sachant qu'il y a globalement plus de mandats CSE. Et chez Sephora, malheureusement Guillaume n'est pas là pour en parler, mais ils sont aussi sur une réflexion parce qu'ils ne sont pas encore entrés en négociation, mais ils réfléchissent déjà un peu à l'organisation de la représentation du personnel. Et l'entreprise était favorable. Donc, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il n'y aura qu'un seul CSE pour toute l'entreprise. Mais avec, pour eux, la question des représentants de proximité, la direction semblait tout à fait ouverte. Mais juridiquement, il semblait qu'il y aura... pour la direction nous dit, les juristes disent à la direction, pas nous, les juristes de la direction, que ce serait juridiquement un problème de mettre en place des représentants de proximité parce que les textes disent c'est l'accord qui met en place, qui répartit les établissements distincts et du coup comme on n'a qu'un seul CSE, on n'a pas plusieurs établissements donc on ne peut pas mettre en place des représentants de proximité.
Hervé Bertrand, globalement, est-ce que les entreprises sont favorables à la mise en place des représentants de proximité ? Globalement, j'en suis pas certain. Et il y a une chose qui est très claire, c'est que je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a certaines directions qui vont volontairement jouer le jeu dans le cadre d'un dialogue social qui pourra être poussé même au-delà de ce qui a été prévu par le texte. La question va être de savoir plutôt, est-ce que certains vont pas le mettre dans la balance en contrepartie d'autre chose ? C'est exactement ce que vous venez de dire. Moi, c'est vrai que les niveaux de représentation de proximité, d'ajouter des strates, ça me paraît évidemment toujours une bonne chose puisque ça rapproche les salariés de leurs représentants. Après, évidemment, il faudra voir comment c'est fait. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que quel que soit le nouveau dispositif qui va être mis en place, il pourra toujours être amendé dans un sens plus favorable sous réserve que les directions y consentent. Les nouvelles dispositions prévoient l'arrivée des commissions hygiène-sécurité. Est-ce que ça va remplacer les CHSCT ? Alors sur le principe non, hein, il y a une différence fondamentale qui va être que le CHSCT disposait de la personnalité morale alors que les nouvelles commissions sont une émanation du CSE, donc elles ne disposeront pas de la personnalité morale. Donc pour parler clairement, un CHSCT, vous l'avez peut-être connu dans les entreprises, avait la possibilité d'aller en justice pour relever certains points devant un tribunal de grande instance par exemple, pour obtenir des informations complémentaires, voire désigner des expertises. Ça ne sera plus le cas. Ce transfert-là, il bascule ses compétences, elle bascule au CSE. Et donc, de ce point de vue-là, il y a évidemment une importance fondamentale. Donc, on ne remplace pas complètement le CHSCT, évidemment. Mais par contre, il y aura évidemment un impact. Et puis après, il y a d'autres problématiques qu'on voit un peu plus loin, qui vont être qu'on confie à une seule et unique personne ou à un seul et unique groupe de représentants du personnel des problématiques qui sont absolument différentes et qui concernent notamment l'hygiène et la sécurité. Oui, c'est qu'il ne restera pas grand-chose du CHSCT ? Alors après, l'avenir nous le dira également. Il y aura toujours deux types d'entreprises. Il y aura celles qui vont utiliser, je dirais, loyalement le nouveau dispositif et qui joueront le jeu, avec toujours la problématique de l'effectif, hein, puisque les commissions, elles ne sont applicables qu'à compter de 300 salariés. Et puis il y a celles qui vont évidemment se frotter les mains en se disant que de toute façon, c'est toujours ça de moins. Et on fait des économies d'argent et de temps et on réduit évidemment, y compris le périmètre et le nombre de gens qui vont être protégés par cette occasion-là. Et peut-être un point positif en termes de formation ? Alors oui, c'est à peu près la seule chose, c'est qu'évidemment les membres du CSE vont bénéficier d'une formation hygiène et sécurité. Et donc de ce point de vue-là, c'est une petite avancée. Alors après, est-ce que dans la globalité, on n'en retiendra que ça ? L'avenir le dira. On ne sent pas un réel enthousiasme, hein ? On ne peut pas dire ça, mais le réel enthousiasme, il n'est absolument pas présent sur toutes ces ordonnances qui viennent d'être vulgairement pondues depuis, on en parlait hier en préparant la table ronde, depuis 2013, on a une loi tous les ans. Donc évidemment, à un moment, ça devient compliqué, surtout qu'on ne va pas forcément dans le sens d'une amélioration des conditions de travail des salariés. C'est compliqué, dites-vous. Alors Aurélie Chassebeuf, justement, quelles difficultés rencontrez-vous dans la mise en place du CSE ? Effectivement, comme je disais tout à l'heure, les périmètres. Après, effectivement, pour nous, le seul effectif de plus de 300 salariés, c'est le siège social, donc à Emerinville, dans lequel effectivement il y aura une commission d'hygiène et de sécurité. Et la direction nous laisse entendre effectivement donc, de mettre la commission d'hygiène et de sécurité au niveau national et non pas effectivement par périmètre d'établissement. Ce qui va être problématique pour nous parce que jusqu'à présent nous avions des CHSCT qui étaient donc avec les CE dérogatoires et on avait quand même une proximité avec les salariés et on arrivait à pouvoir intervenir rapidement quand des problèmes pouvaient être dans les magasins, ce qui va à mon avis être compliqué aujourd'hui, en tout cas en l'état. Les CSE seront mis en place, alors nous allons parler de leur fonctionnement. Virginie Demoucron, quels sont les grands changements que l'on va connaître par rapport à ce que nous avions auparavant, donc CE, DP, CHSCT ? Alors sur la question des attributions, comme je disais en introduction, on garde sur le papier, dans le code, toutes les attributions qu'on connaissait. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, on est sur les attributions qui étaient celles des délégués du personnel, donc on va porter des revendications, les revendications des salariés auprès de l'employeur. Dans les entreprises de plus de 50, les trois instances, les trois anciennes instances avec leurs anciennes attributions sont reprises dans le cadre du CSE, attribution des DP, attribution du CE sur tout ce qui concerne l'organisation générale et la marche de l'entreprise, et puis tout ce qui concernait le CHSCT, les conditions de travail,
l'hygiène et la sécurité. On pourrait donc être assuré, les attributions ne disparaissent pas. Oui, alors oui, donc oui, d'un côté c'est vrai que sur le papier tout est conservé. Après, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire les trois fonctions et les trois missions en même temps, hein, puisqu'on aura un seul mandat pour le faire, la même personne qui fera les trois choses. Je crois qu'une des... Enfin, je crois qu'on a la crainte que certaines attributions soient un peu détériorées hein, par rapport à d'autres, qu'il y ait certaines fonctions qui prennent le dessus sur d'autres. Et je crois qu'on a déjà un exemple dans le texte même de loi, puisque pour les délégués, pour les missions déléguées du personnel, vous savez que dans le Code du travail aujourd'hui, on doit présenter hein, donc une note à l'employeur avec les questions d'épée, et l'employeur a un certain délai pour répondre. Et donc toute cette procédure est toujours existante pour les entreprises de moins de 50, mais a été supprimée pour les plus de 50. Donc on a un doute sur le fait qu'effectivement les missions d'épée vont finalement continuer d'exister dans les plus de 50. Puis il va falloir tout traiter en une seule réunion, et il y aura du monde à la réunion. Oui, ça c'est l'inquiétude. Alors après, juste ce qu'on peut dire, c'est que sur le fonctionnement, le Code du travail ouvre quand même la voie ouvre la voie à la négociation. Donc il y a des règles qui sont fixées, notamment il y a une réunion par mois, on doit traiter les sujets hygiène-sécurité un certain nombre de fois dans l'année, 4 fois dans l'année au moins, mais ça c'est des règles donc supplétives, c'est-à-dire qui s'appliquent à défaut d'autres accords. Alors Hervé Bertrand, que peut-on négocier sur le fonctionnement du CSE? En un mot, tout, ou presque. Évidemment, il va falloir essayer de porter ses efforts sur le nombre de réunions, sur le délai dont on va disposer, entre la communication des informations par l'employeur sur les différents sujets et la réunion elle-même, donc prévoir éventuellement même des calendriers. Je sais que dans certaines entreprises, c'est prévu, où on sait que la réunion va se dérouler sur 3 ou 4 jours, que le premier jour est attribué essentiellement aux réunions préparatoires hors présence de la direction et que le reste se déroule en réunion plénière. Donc on peut évidemment tout négocier, comme c'était presque le cas avant. Ces accords-là, évidemment, qu'on appelle les accords de dialogue social, eh bien, il va falloir être extrêmement attentif là-dessus pour pas que, il y ait une fois de plus une utilisation déviée et dévoyée des nouvelles dispositions par certaines directions qui seront peut-être un petit peu moins scrupuleuses. Et tout ça avec quels moyens? Virginie Demoucron, vous nous avez expliqué donc qu'on va faire du 3 en 1, hein, un véritable défi quand même hein, pour les délégués concernés. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des moyens supplémentaires pour le faire? Alors, sur les crédits d'heures, hein, on a diffusé hein, largement de la documentation. On a un volume d'heures individuel hein, qui est fixé en fonction de l'effectif de l'établissement. Effectivement, dans les petits établissements, on est sur 10 heures, c'est le minimum. Et dans les plus gros établissements, on est sur 34 heures mensuelles. Alors, première chose importante, c'est complètement négociable, hein, ces crédits d'heures. Négociable dans le sens où on peut rajouter des heures, hein, comme on l'a fait hein, chez vous. Ou alors négociable dans le sens où on peut répartir les heures un peu en fonction des membres. Hein. Peut-être ceux qui ont un mandat au CSST peuvent avoir plus d'heures, ou ceux qui ont un mandat trésorier, de secrétaire. Donc ça, c'est à prévoir dans le protocole. Hein. Donc c'est déjà des questions à se poser aujourd'hui hein, sur les crédits d'heures. Et puis la grosse nouveauté, et ça je crois que tout le monde l'a bien retenu, c'est que ces crédits sont aujourd'hui mutualisables. C'est-à-dire qu'on peut les partager avec les collègues et cumulables sur 12 mois maximum. Et on a quand même une limite hein, qui a été fixée à 1,5 fois hein, le volume de son mandat. On ne peut pas aller au-delà de 1,5 fois le volume de son mandat. Mos Gadea, alors sur cette question du crédit d'heure, vous en avez obtenu en plus? Oui, comme je disais au début, on a eu 6 heures en plus. Mais c'est toujours pas assez. c'est vraiment pas assez hein, pour tout ce qu'on va avoir à faire. Est-ce que vous pensez que vous pourrez aller au-delà, que vous pourrez faire prendre conscience à l'employeur justement que ça ne va pas? Eh bien, après les élections, quand on aura obtenu une représentativité dans l'entreprise, on va devoir négocier le cadre du CSE, ce qui va être d'ailleurs plus compliqué que si ça avait pu être fait avant, mais on va quand même essayer. Je ne sais pas encore quels moyens on va avoir pour démontrer à notre employeur que c'est dans son intérêt que nous, on soit là pour régler les problèmes en amont et non pas qu'il y ait des conflits qui se créent, des frictions qui se créent en aval quand c'est déjà trop tard. On a déjà pu lui montrer ce genre de choses, mais le fait, bien sûr, de nous donner plus de moyens,
C'est un employeur, somme toute, assez classique, qui, plus il a le contrôle, plus il a les rênes, plus il est content. Donc voilà, on essaiera et on verra ce que ça donne. J'aime bien votre définition de l'employeur classique. Virginie de Moucron, donc nous avons parlé des premiers moyens, c'est vous, ce sont les moyens humains, il y a aussi des moyens financiers. Est-ce qu'on a du changement à ce niveau-là? Alors, il y a toujours le budget du CSE, du coup, qui est le budget de fonctionnement, c'est toujours 0,2% de la masse salariale portée à 0,22% dans les entreprises de plus de 2000 salariés. On a une question d'ailleurs chez But, dont on a pas mal discuté la semaine dernière, puisque l'employeur prétend que comme ces CSE sont à moins de 50, il n'y aura pas de budget. Et moi, je prétends que dans le texte, c'est l'effectif de l'entreprise qui est pris en compte. Donc, à mon avis, chaque CSE devrait avoir 0,22% de la masse salariale de l'établissement. Alors le changement, par contre, c'est l'assiette, puisque aujourd'hui la loi définit clairement ce que c'est la masse salariale. Il y a eu des jurisprudences ces dernières années qui sont venus en fait agrandir l'assiette de cette masse salariale en y intégrant notamment des indemnités de rupture transactionnelles. Donc ça faisait gonfler l'assiette et donc les CE avaient des budgets assez importants. Là, on va avoir le même budget avec effectivement une assiette un peu plus réduite. Et il y a une inquiétude que j'entends souvent en réunion sur le fait qu'avec ce budget, il n'y a pas que ce qu'on finançait à l'époque avec le CE, mais aussi, par exemple, toutes les questions, tous les déplacements du CHSCT, par exemple, qui étaient financés par l'employeur. Donc aujourd'hui, qui vont revenir dans ce budget. Et pour ce qui concerne les actions socioculturelles? Alors, sur le budget, il y a aussi une petite modification qui peut avoir son importance, c'est qu'on avait une règle qui disait qu'on se référait au montant des 3 dernières années, le meilleur montant, et maintenant on se réfère au meilleur rapport. C'est-à-dire que si c'est c'est un pourcentage de la masse salariale, alors qu'avant on était sur un montant, donc c'était, voilà, ça pouvait être plus favorable du coup. Genre sur le budget, on peut faire des transferts de budget? Oui. Ça c'est évidemment l'immense nouveauté, puisqu'on avait une règle d'or qui interdisait complètement de faire des transferts entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. On a des possibilités maintenant de transfert, donc avec des conditions quand même, parce qu'il faut transférer le reliquat uniquement, et on a un pourcentage du reliquat donc, dans un sens, du budget de fonctionnement, des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement, on a une limite de 10%, et on aurait la même limite dans l'autre sens, selon la loi de ratification, qui peut-être est officielle aujourd'hui. D'accord, oui, la publication, là, c'est imminent. Si ce n'est fait ce matin, c'est imminent. Bosgadega, que pensez-vous de ces modifications? Alors, pour l'assiette, pour la prise en compte des indemnités, licenciements dans le calcul. Moi, je crois que nous, on est dans une entreprise avec une base d'employés non qualifiés, avec des bas salaires. Je crois que la marge, elle va pas beaucoup changer pour nous par rapport à ça, vraiment. Pour ce qui est de la possibilité de transférer le reliquat à la fin de l'exercice d'un compte vers l'autre, oui, ça peut être bien. Justement aussi dans les entreprises avec une base de bas salaire comme les nôtres, on a toujours un budget très maigre et généralement le fonctionnement a toujours tendance à être un peu en déshérence vu qu'il sert à mettre en œuvre d'une manière notre activité, et comme on a un budget maigre dans les activités sociales et culturelles, on ne dépense pas beaucoup en fonctionnement. Donc ça peut être une bonne chose. Et vous êtes dans un groupe où on fait quelques manipulations financières qui permettent de rabioter un peu. C'est-à-dire de manipulation financière. De quoi m'accusez-vous? Pas vous, mais bon, on s'arrange pour que les sociétés ne soient pas trop bénéficiaires, voire même soient plutôt endettées. Chez nous, on n'a pas de participation à intéressement. En fait, nous, notre société, elle est détenue par une holding qui nous revend. On se fait revendre en fait tous les 4 ans. Et les personnes, les entités, on va dire, qui nous détiennent, achètent systématiquement des concurrents un peu plus petits, de manière à être perpétuellement en dette. Et donc tout l'argent qui pourrait être au final calculé en tant que bénéfice, finalement, c'est du remboursement de dette. Donc on n'a jamais, ça fait je crois depuis 8 ans qu'on n'a pas de participation à l'intéressement, et c'est légal, c'est superbe. Voilà. Aurélie Chassebeuf, quel commentaire alors sur le budget du CSE?
Alors, comme disait Virginie, nous, on a un problème effectivement avec la direction aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles ne veulent plus octroyer de frais de fonctionnement à l'ensemble des CSE, ce qui pour nous est un problème, hein, puisque jusqu'à présent, les CE reversaient 10% au CCE, anciennement, pour pouvoir être indépendants financièrement et pouvoir entamer des procédures s'il y avait besoin à l'encontre de la direction. Aujourd'hui, il faut savoir que chez BUT, nous sommes à 3 procédures, en tout cas le CCE actuellement 3 procédures contre la direction. Là, en l'état, effectivement, le CSE central n'aura pas de budget pour pouvoir être indépendant financièrement. Donc, on a ce problème, très honnêtement. Hervé Bertrand, quels sont les moyens dont on dispose pour avoir un budget quand même qui permette de faire des choses? Alors, les moyens, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, puisque soit c'est de la négociation, soit vous avez le minimum qui est prévu par la loi. Moi, dans ces nouveaux modes de calcul, il y a une chose que je retiens quand même, c'est un petit intérêt pour les transferts du budget des ASC vers le fonctionnement et vice-versa. Parce que je vais juste vous donner un exemple que j'ai connu une société qui est en train de fermer donc, dans le sud de l'Alsace. La production s'est arrêtée hier. Donc, il y a 90 personnes qui sont licenciées et le CE a 80 000 € sur le budget de fonctionnement dont il ne peut absolument rien faire. Même pire, puisque dans le cadre d'une fermeture d'un établissement, le budget de fonctionnement, s'il n'est pas dépensé, il revient à l'entreprise. Donc vous avez une entreprise qui supprime 90 postes, qui met des gens dehors qui avaient tous 35 ans d'ancienneté en moyenne et qui devraient se voir faire un chèque de 80 000 € par le comité d'entreprise, donc en gros récupérer de l'argent qui aurait dû servir au fonctionnement du comité d'entreprise. Donc là, il est clair qu'avec les nouvelles dispositions sur le CSE, qui n'est évidemment pas en place là-bas puisque l'entreprise ferme, eh ben, elle va en théorie recevoir un chèque de 80 000 €. Alors là, je lance un appel à toutes les bonnes idées qui vont pouvoir venir de la salle, mais en attendant, que vont faire les membres du comité d'entreprise? Parce que vous imaginez bien qu'il n'est pas question que de refaire un chèque de 80 000 € à la direction, alors qu'elle vient de torpiller l'emploi dans un secteur où en plus il n'y en a absolument pas. De ce point de vue-là, eh ben, ils vont essayer de faire des objets publicitaires pour les distribuer aux salariés. Ils vont essayer de dépenser le budget de fonctionnement, mais quand vous êtes 6 membres du comité d'entreprise et qu'il y a 80 000 € de budget de fonctionnement à dépenser, même avec la bonne volonté, toute la bonne volonté du monde, c'est pas forcément évident. Donc là, pour éviter ce genre de blocage et cette situation qui est évidemment désagréable, parce que là, les gens, ils peuvent pas accepter une seule seconde de reverser ce montant à la direction. On est en train d'essayer de voir comment on peut se sortir de tout ça, en sachant que vous connaissez parfaitement également les règles d'utilisation de ces budgets. Alors pour l'instant, on avait évidemment une impossibilité, donc une imperméabilité entre les deux budgets. Et on sait aussi qu'il y a toujours l'URSSAF qui veille derrière. Vous l'avez peut-être connu dans certains CE. Ils sont toujours à l'affût de venir soumettre à charge un certain nombre d'éléments que vous pouvez verser aux salariés. Ben là, tant pis, je pense qu'ils prendront le risque pour que cet argent ne retourne pas à l'entreprise. Alors avant de passer aux échanges avec la salle, il y a un point important aussi qui concerne les expertises. Jusqu'à présent, on savait comment procéder à des expertises. Et là aussi, il y a du changement. Je crois que le sujet est complètement lié au budget de fonctionnement, puisqu'évidemment, c'est le budget de fonctionnement qui permet au CSE de lancer des expertises qui aujourd'hui ne sont pas que les expertises qu'on connaissait du CE, mais aussi du CHSCT. Et donc, il y a une nouveauté avec les ordonnances qui a marqué tout le monde, c'est le fait que certaines expertises ne seront plus financées à 100% par l'employeur. Et je crois que l'exemple le plus important et qui va concerner le plus de monde, c'est les anciennes expertises CHSCT, quand vous aviez un projet important qui modifiait les conditions de travail, donc typiquement un déménagement, ça arrive assez souvent, ou un nouveau logiciel, nouvelle organisation du temps de travail. On avait donc le droit de mandater un expert. Aujourd'hui, c'est une expertise qui va devoir être financée déjà sur le budget du CSE, ça c'est important de le dire, donc sur la fameuse assiette qu'on avait par le passé, et puis en plus donc à hauteur de 20%. Et les 80% étant pris en charge par l'employeur.
Alors il y a une petite ouverture avec la loi de ratification qui prévoit que si le CSE a plus assez de budget et qu'il n'a pas fait de transfert donc vers le budget des activités sociales et culturelles donc les 3 dernières années et qu'il ne le fait pas les 3 prochaines années, l'employeur pourrait être amené à financer à 100% cette expertise. Bien, c'est le temps d'échange avec vous. Vous allez pouvoir poser des questions. Je vais demander à ce que l'on fasse la lumière dans la salle. Je crois que nous avons déjà une première demande de questions. Alors, je vais demander à quelqu'un de la communication de se charger de prendre le micro ou du service juridique éventuellement. Nous avons aussi des questions par SMS, je crois. Alors, le temps que le micro puisse être mis à votre disposition dans la salle. Si nous avons des questions SMS, oui, je vous ai bien vu, monsieur, madame aussi. J'attends juste le porteur de micro, Pierre. Andro va s'en charger. Voilà, il se dévoue. Merci, Ono. Et s'il y a des questions par SMS aussi, elles peuvent apparaître à l'écran. Nous n'en avons pas pour l'instant, visiblement. Donc, si. Sébastien qui nous demande, peut-on négocier le maintien du suppléant en réunion? Si oui, de quelle manière? Virginie de Moucron. Moi qui m'y colle, ok. Mais je vais faire participer Bruce. Donc, c'est vrai que dans certains protocoles, on a réussi, et je crois qu'Aurélie, vous l'avez eu dans votre protocole, vous, c'était pas un point bloquant que tous les suppléants participent aux réunions. Moi, je suis allée à quelques réunions de négociation où l'employeur nous dit ah ben non, ça va pas être possible parce que j'ai pas une salle assez grande. Enfin, bon, des arguments assez bizarres. Mais et donc voilà, on a quand même certains employeurs qui sont ouverts à la possibilité de faire participer les suppléants, mais pas tout le monde. Alors, l'argument juridique qu'on a développé, c'est le fait de dire que le système de suppléants, c'est un peu compliqué, parce que vous savez qu'on n'a pas un suppléant attitré. On est remplacé par la personne du même collège, qui ressemble le plus, du même collège, de la même catégorie professionnelle, et de la même liste syndicale. Et on peut même être remplacé par quelqu'un d'une autre liste syndicale, s'il n'y a personne qui correspond à ces critères. Donc les mêmes règles sont reprises pour le CSE de remplacement, et donc on ne sait pas à l'avance finalement qui va remplacer le titulaire absent. Et on ne sait pas forcément à l'avance quel titulaire, si les titulaires vont être absents. Donc le risque qu'on voit, c'est qu'il y ait des blocages des décisions de l'employeur lors des réunions, parce que les suppléants n'auront pas été convoqués. Je vois très bien la CGT aller sur ce terrain-là en disant bah, écoutez, les suppléants, le titulaire est absent. Il est malade aujourd'hui, vous n'avez pas convoqué le suppléant, vous ne l'avez pas mis en mesure de venir à la réunion, donc aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de remplacer cette personne, la délibération ne peut pas être valable. Donc, du coup, avec ces arguments, les employeurs nous disent ah bah d'accord, ok, pourquoi pas. Et donc la solution qu'on trouve un peu intermédiaire entre convoquer tous les suppléants à toutes les réunions, enfin les inviter à toutes les réunions, et n'inviter personne, c'est d'en inviter un certain nombre. Donc là, je laisse la parole à Bruce parce que vous avez négocié ça. Oui. Donc nous, on a effectivement déterminé qu'on pouvait avoir un suppléant en plus par section syndicale qui soit convoqué à chaque réunion. Après, sachant que bon, effectivement, l'argument de la salle n'est pas assez grande, c'est effectivement pas un argument. C'est l'employeur qui doit se débrouiller pour que les infrastructures soient là, ou bien se procurer l'infrastructure s'il y a besoin. Par contre, c'est vrai que là, on va être 24 en réunion. Moi, je connaissais déjà les réunions à 18 personnes, et c'était du sport pour pouvoir s'entendre aussi bien avec les autres organisations syndicales qu'avec le patron. C'est pas facile de pouvoir parler de manière constructive. Moi, je suis pour qu'on puisse inviter des suppléants en plus. Après, il ne faut pas oublier que le dialogue, il faut le mener derrière. Si on invite des personnes en plus et que derrière, ça fait juste du brouhaha en plus, bah voilà, faut juste bien réfléchir à ça. Mais voilà, nous, en tout cas, on a eu une personne en plus par section. Voilà. Première intervention dans la salle. Vous avez le micro, nous vous écoutons. Oui, je m'appelle Issa. Ma question pourrait s'adresser à Maître Bertrand. En fait, le CSE, pour moi, j'estime que c'est un organe qui est mis en place pour carrément détruire les syndicats. Ma question, c'est par rapport au CSE même. Vous avez vu déjà pour les suppléants, il faut négocier pour les obtenir en réunion. Donc là, l'employeur, il ne va pas accepter que tout le monde vienne. L'autre question, c'est par rapport au CSE même. Au sein du CSE, on peut mettre des commissions ou des comités. Donc l'employeur peut mettre en place un comité d'entreprise
qui peut désigner des gens qui vont négocier, qui ne sont même pas élus. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas, maître? Oui, c'est un dispositif dont on n'a pas parlé dans la présentation ce matin, mais qui figure dans les ordonnances, qui s'appelle le conseil d'entreprise. Mais c'est un dispositif qui fait qu'au sein du CSE, par accord, on peut considérer que certains membres du CSE, mais aussi d'autres salariés, pourraient être titulaires de la faculté de négocier au détriment des délégués syndicaux. Alors on ne dit pas au détriment, le texte dit que ce serait en parallèle, que les délégués syndicaux pourraient continuer d'exister, mais ça c'est effectivement quelque chose qui est prévu par le dispositif et avec lequel, de votre point de vue, il faudra manier avec beaucoup de précautions parce que ça permet évidemment à l'employeur d'essayer d'écarter les délégués syndicaux des organisations syndicales avec tout ce que ça peut comporter, c'est-à-dire avec la formation dont vous disposez, avec les appuis derrière au bénéfice de gens qui sont dans l'entreprise et qui, eux, n'auront évidemment pas le même genre de qualité. Autre intervention dans la salle? Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Noël, délégué syndical dans le groupe Elior dans l'entreprise Arpège. Je suis comme beaucoup, je considère que le CSE est une arnaque. Je pense aussi que c'est une castration de l'emprise syndicale et sociale dans les entreprises. Tout à l'heure, enfin du moins hier, on nous a félicité des bons résultats que nous avions dans les entreprises avec 13%, etc. etc. C'est un travail des personnes qui sont ici, mais également des premiers relais qui sont les délégués du personnel, qui ont été totalement sacrifiés par toutes les organisations syndicales. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, pour la suite, il va y avoir le CSE. OK. Il y a les délégués de proximité. OK. La question est simple. Est-ce qu'il y aura autant de délégués de proximité que de délégués du personnel dans les entreprises? Pourquoi cette question? Parce que toutes les personnes qui vont être sacrifiées lorsque nous avons des réunions de délégués du personnel, s'il n'y a pas de place pour tout le monde, ça va être les premières cibles. Alors que ce sont des gens qui se sont battus pour nous, pour notre organisation syndicale et pour le droit des salariés dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Alors Hervé Bertrand. Alors, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec le début de votre intervention, qui n'est pas une question, c'est le constat qui fait apparaître qu'il n'y aura pas de corrélation numérique, on va dire, entre le nombre de délégués du personnel et le nombre de représentants de proximité, ça c'est certain. Puisque les représentants de proximité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ils doivent être mis en place au sein du CSE par accord. Donc s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de délégués du personnel. Par contre, les CSE sont prévus pour être mis en place et remplacer les DP. C'est prévu sous cette forme-là. Donc, il y a les CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés seront les DP. En tout cas, c'est comme ça que moi que j'analyse le dispositif. Donc, effectivement, ne pas faire l'amalgame entre les représentants de proximité et les DP, mais par contre, les DP sous leur forme actuelle, a priori, devraient subsister. Oui, rapidement. Non, je partage l'analyse. Je voulais juste dire que j'ai vu dans l'accord de Zara qui mettait en place les représentants de proximité le fait qu'il leur confiait exactement les attributions des délégués du personnel. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir des représentants de proximité qui puissent avoir vraiment ce travail de délégués du personnel, c'est bien. Mais c'est vrai que dans la loi, ce qui est prévu, c'est que ce sont les membres du CSE qui assument les mandats d'épée, et il y a quand même plus de personnes, évidemment, au CSE qu'il n'y avait aujourd'hui de membres au CE. Ce n'est pas du tout les mêmes effectifs. Alors, question SMS avant de venir à vous, madame. Alors, ce n'est pas Sébastien qui pose toutes les questions, c'est Sébastien qui reçoit les messages. Concernant les représentants de proximité, dans quelles circonstances pourront-ils déposer les recueils des questions des collègues? Maître, vous ne savez... Les recueils des questions des collègues. Les cahiers d'épée, c'est ça les questions d'épée. Mais c'est pas prévu, en fait, il faut le prévoir dans l'accord. Bon, voilà, réponse simple. C'est à vous. Moi j'ai deux questions. On a parlé de parité. Il ne me semble pas qu'il y ait de parité, mais de la mixité. Et que c'est en fonction du nombre d'hommes et de femmes qu'il y a dans l'établissement qu'on a un certain nombre de candidats, hommes et femmes. Donc s'il y a 90% de femmes, il doit y avoir 90% de candidates.
Et puis, voilà, si je me suis trompée, je voudrais bien savoir. Et sinon, sur les délégués syndicaux, il n'y a pas forcément de lien avec les établissements qui sont décidés par la direction. Et ça serait c'est peut-être aussi une piste qu'il faut qu'on explore. Alors d'abord, parité ou mixité? Alors, oui, non, mais c'est vrai qu'on a du mal avec le mot. Le texte dit il faut que en fait, la liste de candidats reflète la proportion d'hommes et de femmes dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas l'idée qu'il faut qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes, il faut qu'il y ait la même proportion sur les listes d'hommes et de femmes que dans l'entreprise. Enfin, que dans l'établissement et dans le collège concerné pour chaque liste titulaire et suppléant. Donc ça, c'est juste. Et sur la deuxième question, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, c'est l'idée de savoir si l'employeur, quels critères l'employeur va appliquer pour mettre en place les... Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser votre question? Mais vous n'avez plus de micro. Non, mais ce que nous, on a dit, c'est que si on n'arrive pas... En fait, pendant la négociation, on peut faire ce qu'on veut, et on a tous les critères, et ça, je le répète chaque jour à nos représentants, on n'est évidemment pas tenu par un critère de l'autonomie de gestion du personnel. On peut décider tout ce qu'on veut, on peut prendre en compte tous les critères qu'on veut, mais par contre, si on n'est pas d'accord... et ça, c'est une grande nouveauté par rapport à avant, parce qu'avant, quand on n'était pas d'accord, il fallait saisir directement là ou le direct, je ne sais plus quoi dire, pour arbitrage. L'employeur ne pouvait absolument pas décider seul. Demain, l'employeur, la procédure, c'est qu'il doit décider seul. Je ne crois même pas qu'il puisse saisir le direct. Il n'a pas cette possibilité, ce n'est pas prévu par les textes. Il doit décider tout seul, même s'il ne veut pas. Et ensuite, il va appliquer un critère qui est fixé par le texte et qui est celui de l'autonomie de gestion. Mais évidemment, nous, on ne vous encourage pas à appliquer ce critère, on vous encourage à vous mettre d'accord. Hein. Ouais. Autre question SMS. Pouvez-vous confirmer que les CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés ne bénéficient d'aucune œuvre sociale? Peut-on y déroger par accord? Maître? Alors, pour moi, la première partie de la question, la réponse est effectivement oui. Il n'y a pas d'œuvre sociale dans les petits CSE, c'est pas prévu sous cette forme-là, en tout cas dans le dispositif. Après, sauf erreur de ma part, c'est vrai qu'on a zéro recul sur l'application de ces dispositions, puisque les tout premiers CSE, il y en a déjà qui fonctionnent. Hein. J'en ai vu un dans le groupe Crédit Mutuel, il y a déjà des CSE qui fonctionnent depuis quelques mois, puisque les mandats expiraient fin de l'année 2017 et qu'apparemment tout était déjà dans les tuyaux. Mais il n'y a pas dans le texte, pour moi, d'œuvre sociale dans les entreprises de moins de 50. Alors peut-on le négocier? Évidemment, on peut toujours essayer d'obtenir de la part de l'employeur. Ça, moi, je l'ai déjà vu dans certains nombres d'entreprises où vous avez des CE, voire même des CE qui fonctionnent à très petit nombre parce qu'au gré des fusions, des transferts, etc., où le CE est maintenu en activité par l'inspecteur du travail, et ben on arrive à négocier quand même des œuvres sociales et culturelles. Ça, typiquement, c'est du domaine de la négociation. Je crois que nous avons une autre question dans la salle. Monsieur, je vous ai vu, je crois que le micro est allé ailleurs. Oui, ici, c'est à vous. Alors, on a tous bien compris que nos moyens d'action allaient être réduits et surtout les membres qui composent toutes nos organisations à l'interne dans nos entreprises. Alors, ma question, c'est aussi une réflexion, c'est demain, que va-t-on faire des gens qu'on va laisser en route ? C'est-à-dire qu'on a un nombre de mandatés, un nombre d'élus qui est important, des gens qui se sont mobilisés, qui se sont investis. Alors, il y a la loi, hein, normalement, il y a une obligation de suivi et sur toute sortie de fin de mandat. Mais bon, on voit comment elle est difficile à appliquer et comment peu d'entreprises s'en sont saisies. Est-ce que nous, dans le peu de temps qui nous reste et qui nous est imparti, on pourrait mettre en place, alors là, je suis en train peut-être de rêver, mais pourquoi pas, une espèce de GPEC au niveau des branches pour les élus, ou alors essayer de négocier avec nos entreprises pour qu'ils prennent bien en compte tous ces élus qu'on va laisser malheureusement sur la route.
laisserai bien la parole à Aurélie parce que je crois que c'est justement ce que vous êtes en train de négocier en fait. Alors en l'occurrence, c'est le dispositif que vous étiez en train d'expliquer. C'est un dispositif d'accompagnement de fin de mandat pour les personnes qui ne seraient pas réélues, avec une proposition et effectivement une explication sur la formation professionnelle et des formations aussi adaptées pour essayer de se remettre un peu à jour par rapport à son emploi, parce qu'il y en a certains effectivement qui ne sont pas détachés, mais qui ont beaucoup d'heures de délégation au sein de mon entreprise. Après, maintenant, de là à dire une protection des salariés, parce que je pense que c'est un peu ça la question, en fait. Après, non, malheureusement, effectivement, ça, on ne peut pas, malheureusement. C'est que faire? Que faire? Ouais, comment pourrait-elle rester investie dans l'action syndicale alors qu'elles sont privées de toute possibilité? Je crois que c'est une question un peu politique. mais en tout cas, je sais que notre président réfléchit, Patrick réfléchit souvent à cette question de comment valoriser les compétences syndicales et envisager le futur de tous ces gens qui se sont investis et puis qui ne sont pas juste investis, qui ont aussi gagné en compétences et qui demain doivent pouvoir trouver un avenir avec leurs compétences acquises dans le cadre du mandat syndical, soit au sein de l'entreprise, soit même dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Ouais. Alors, nous avons, je crois, une dernière question dans la salle. Je vous remercie de... Alors, levez à nouveau la main qu'on vous voit bien. Voilà, merci. Il y en avait une autre. Il y en a une autre ici. Bon, 2 dernières questions. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ahmed du magasin de Strasbourg, enfin Auchan Strasbourg. Moi, dans votre discours et dans tout ce qu'on entend sur le CSE, il faudra négocier ça, il faudra renégocier ça. On a l'impression qu'on avait un acquis et que maintenant, il faut tout renégocier. Si tu es un bon négociateur, si tu es bien vu dans ta boîte, tu auras quelque chose que la même boîte de l'autre côté de l'autoroute n'aura pas. Donc, moi, c'est le sentiment que j'ai, qu'on doit renégocier ce qu'on a obtenu depuis 100 ans. Vous voyez, on doit renégocier tout ce qu'on a obtenu depuis 100 ans. Alors, moi, je me permets juste, parce que à chaque fois qu'on dit, oui, ça, il faudra le négocier, ça, il faudra le négocier, mais ça, je l'avais déjà. Ça, je l'avais déjà. Alors, je dois renégocier, à la suite d'une ordonnance, tout ce qui avait déjà été acquis. C'est le sentiment que j'ai, que les gens de mon groupe dans la région ressentent. Et bien sûr que ça va créer des inquiétudes, parce qu'on n'arrête pas de parler de gens qui vont se retrouver au bord de la route, des gens qui ne seront pas élus, et il ne faut pas se leurrer. Ces gens-là, on va trouver quelque chose pour les dégager de l'entreprise, parce qu'ils seront une menace sur les prochaines élections de CSE. J'ai lu la question SMS, il y aura aussi le fait au bout de 3 mandats, vous ne pourrez pas vous représenter. Alors comment, moi, je vais mettre en place des gens qui vont faire une, entre guillemets, carrière, puisqu'on veut quand même des gens qui sont jeunes et qui vont rester pendant quelques années au sein des entreprises en tant que représentants du personnel. Je lui dis oui, mais dans 12 ans, tu auras fait du bon boulot, mais dans 12 ans, après 3 mandats, tu ne pourras plus te représenter. Donc tu vas peut-être sacrifier. Comment on peut aller protéger ces gens-là? Comment moi je pourrais ramener des gens à se présenter, à s'investir dans le syndicat, notamment à la CFTC, si je leur dis qu'au bout de quelques mandats, ils risquent d'y avoir 4 ans de traversée du désert? Alors, sur la première question, tout renégocier, Boss Gadea. Alors, moi je te rejoins en tout point sur ton commentaire, mais il faut pas s'étonner, il ne faut pas oublier, et moi c'est le son de cloche que j'entends de tous les juristes avec lesquels j'ai pu parler de ça, c'est qu'en fait le but de ces réformes qui passent tous les ans, c'est pas d'améliorer les choses, hein, c'est de faire en sorte qu'il y ait une entreprise, un code du travail en fait, c'est tout. De la même manière, le non-renouvellement du mandat, c'est aussi, comme la plupart des autres éléments de ces textes de loi, simplement une mesure, enfin à mon sens, hein, qui vise à fragiliser les syndicats en leur enlevant les éléments qui marchent bien. Voilà. Mais en tout cas, oui, toutes ces réformes, elles vont dans le sens de, au lieu d'avoir un fonctionnement commun dans notre pays, d'avoir des droits qui sont fractionnés, qui sont différents pour chacun. On peut très bien s'imaginer que bientôt ce sera à la tête du client et chacun aura sa manière de travailler uniquement déterminée par son contrat de travail, quoi. Hervé Bertrand, quelle protection alors, pour les élus après leur mandat?
Alors, la question de la protection, évidemment, pour l'instant, elle est liée au mandat. Elle n'a pas changé. Hein. À partir du moment où vous avez des mandats, vous êtes protégé. Mais pour revenir sur ce qui vient d'être dit, moi, je partage également totalement cette position. La seule chose, c'est pas de gaieté de cœur. Quand on vous dit qu'il va falloir renégocier, c'est que tout simplement, dans toutes les dispositions légales qui sont prévues, on sait que tous les accords de dialogue social qui existent, ils disparaissent au 31/12/2019. C'est pas qu'on vous mette la pression pour le faire ou pas, mais les accords de dialogue social qui existaient sur les anciens périmètres, si vous n'en reprenez pas, ils disparaissent, purement et simplement. Donc tout ce que vous avez eu comme acquis, il est clair qu'ils sont remis sur la table. C'est pas qu'on souhaite spécialement vous faire peur par rapport à ça, mais c'est comme ça que c'est prévu. Donc, et alors, pour revenir sur ce que disait Ruth Gadea, évidemment, là je partage également l'objectif affiché. Alors il ne sera jamais dit, mais l'objectif, c'est soi-disant sous des prétextes de simplification, c'est de faciliter le travail de certaines directions, notamment dans les relations avec vous, parce que l'objectif du CSE, c'était très clair, c'était de dire on réduit le nombre de représentants du personnel. Si on réduit le nombre de représentants du personnel, on réduit les coûts, on réduit les heures de délégation. Tout ça, c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir, on le savait. La seule chose qu'on peut regretter, c'est d'une part la forme, je dirais presque politique, de la prise de décision qui était des ordonnances, alors que du coup, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée, ça c'est la première des choses. Il n'y a pas surtout eu de concertation syndicale, de vraies concertations syndicales, comme ce qu'on avait pu avoir sur les années précédentes, ou sur des lois qui découlent des accords nationaux interprofessionnels. En 2014, vous avez une loi qui est la reprise de l'accord national interprofessionnel de 2013. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Hein. On a un président qui arrive, c'est de bon ton quand on est dans la première année d'une élection présidentielle, on essaye de faire passer en force les réformes. C'est ce qui a été choisi. Sur les protections elles-mêmes, il est très clair qu'il y aura aussi un rôle stratégique des organisations syndicales en interne qui va être de voir comment après, pour éviter ce que vous venez de dire et la fragilisation des gens qui ont contribué pendant des années, en général au moins 12 ans, à la participation, ça va être de voir comment on évite les périodes vulgairement de jachère, des périodes où les gens pendant 4 ans ils ne pourront pas se représenter puisqu'après on sait qu'on peut y revenir. Il faudra voir comment stratégiquement on se répartit les mandats. Il y aura peut-être un jeu en interne pour essayer de contourner ces problématiques qui sont liées à cette interdiction qui est posée par la loi. Donc avec cette question des 4 ans avant de pouvoir revenir, vous répondez à une autre question SMS qui était les élus qui ont déjà 3 mandats successifs à leur actif avant les ordonnances, pourront-ils se représenter? Alors là, c'est pour ceux qui sont élus avant les ordonnances. Est-ce que ce sera possible? Oui. Ça part Non, le compte à rebours commence à compter de l'élection CSE. C'est pas plus de 3 mandats CSE successifs. Et juste quand même une chose à rappeler, c'est qu'au bout de 12 ans, vous pouvez toujours être nommé délégué syndical. Hein. Ou RS au CE. Alors le temps passe, nous allons prendre une toute dernière question. Ici, c'est à vous, vous attendiez depuis longtemps. Oui, bonjour tout le monde. J'ai bien compris que l'employeur pouvait déterminer l'existence d'un CSE pour une entité qui aurait une autonomie de gestion. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie de gestion ? Alors, l'autonomie de gestion, c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure dans le cadre de la présentation. C'est une notion qui découle de l'application que vous connaissiez, de la détermination des établissements distincts d'abord pour les délégués du personnel et que la jurisprudence, notamment du Conseil d'État, a étendue aux élections des comités d'entreprise. L'autonomie de gestion au sens de la jurisprudence donc, du Conseil d'État, cette fois, puisque c'est celle qui va être utilisée, c'est de déterminer si le responsable d'un site dispose d'une part d'un pouvoir sur l'organisation du service, donc la manière dont le site fonctionne de manière, je dirais, pratique, pragmatique, sur le matériel, mais également du pouvoir d'engager la direction en matière de ressources humaines. Donc, est-ce qu'il dispose du pouvoir de signer des contrats? Est-ce qu'il dispose du pouvoir de licencier? Est-ce qu'il dispose du pouvoir de sanctionner? Voilà globalement les indices qui vont être utilisés par la directe pour se positionner sur l'existence d'un établissement distinct. Alors, ça va mettre évidemment, ça va allumer des spots sur toutes les faux responsables de site, c'est-à-dire sur des gens qui sont en place, qui sont responsables d'exploitation, mais qui n'ont absolument aucun pouvoir. Là, c'est très clair que quand vous avez, entre guillemets, un pantin qui est obligé de prendre son téléphone dès qu'il est obligé de faire une commande et dès qu'il est obligé de convoquer quelqu'un à un entretien préalable, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, nous sommes contraints par le temps. Cela dit, vous avez encore d'autres questions.
Ce que nous vous proposons, c'est de poser vos questions par SMS, donc au 06 30 35 83 24, et que nous y revenions avec Virginie tout à l'heure cet après-midi. Nous aurons d'abord la proclamation des élections des 43 membres. Nous aurons 2 tables rondes, mais avant la première des 2 tables rondes, de revenir sur certains points SMS que vous aurez évoqués, avec des réponses qui seront courtes. Et de toute façon, vous pouvez toujours naturellement solliciter le service juridique de la Fédération. Donc vos questions par SMS, le numéro est le 06 30 35 83 24. Il va rester à l'écran quelques instants. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 14 h pour la proclamation du résultat de l'élection du Conseil fédéral. Ensuite, 2 tables rondes toujours sur les lois travail, licenciement et restructuration, et branches et négociations collectives, avec à la fin la présentation du nouveau bureau fédéral. Bon déjeuner, bons échanges et à tout à l'heure.